Thierry Breton, j'ai le plaisir de vous présenter deux personnes que vous connaissez déjà. C'est Luc Ferry qui va nous rejoindre, je vous en prie. Merci beaucoup Luc Ferry, prenez place. Oui. Voilà. Et c'est Danny Cohn-Bendit qui est avec nous en direct. Merci beaucoup Danny Cohn-Bendit, je vous en prie Luc Ferry. Merci beaucoup Thierry Breton. Bonsoir Danny, bonsoir Luc. Bonsoir. Bonsoir jeunes gens de bonne famille. Merci beaucoup, vous avez une mixture louche dans votre verre, mais ça doit être un café. C'est censé être un café, mais c'est une espèce de bouillon. C'est notre café de notre machine à café, il est très très bon, vous allez le déguster. Partons évidemment de ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire Danny Cohn-Bendit et Luc Ferry, cette extrême tension dans laquelle se trouve l'Europe face à Donald Trump qui lui met le pistolet sur la tempe avec une menace de 50% des tarifs. Et on a entendu la charge, on peut dire les choses, de Thierry Breton en disant l'Europe n'est pas assez claire, pas assez unie, et surtout il manque un chef politique. Il n'y a pas un chef politique de l'Europe qui peut aller à Washington dire à Trump c'est comme ça, c'est pas comme ça, etc. Danny Cohn-Bendit. Oui, enfin il a raison, on gère un peu parce que Šefčovič quand même est dans un processus de négociation. C'est ça qu'il faut voir. L'aberration de l'intervention de Trump, c'est que pendant les négociations, tout d'un coup, il dit ça va pas assez vite. On avait dit que les négociations devaient se terminer en juillet, et là, on n'est même pas en début juin, et il a déjà perdu les nerfs. Le problème, donc, et ce que je comprends pas dans ce que vient de dire Thierry Breton, c'est, franchement, même si Madame von der Leyen, accompagnée de Emmanuel Macron, de je ne sais pas qui, allait aujourd'hui à Washington, ça ne changerait rien parce que c'est aussi une négociation à raison. Le commissaire chargé des négociations de dire calmons-nous, continuons à discuter et que dans les 15 jours, je suis sûr que si ça n'avance pas, Madame von Oui, écoutez, on a deux possibilités parce qu'il faut bien voir quelle est l'argumentation de Trump. Il dit voilà. Je ne veux pas qu'on baisse les droits de douane en même temps des deux côtés, de manière équilibrée. Je veux qu'on les baisse la totalité de l'effort. Bon, la menace européenne, vous l'avez noté, je le rappelle simplement pour ceux qui nous écoutent, c'est de taxer environ soit céder, soit menacer, soit négocier. Pourquoi ? De toute façon, menace du pire. Mais il est ouvert à la négociation malgré tout. Il faut négocier. On peut pas. Ça peut pas être au niveau des techniciens. Ce qui fait que le deuxième cran. Ce que Trump peut nous infliger dans c'est le seul point positif. Ces grands loups politiques que sont évidemment Trump, Xi, Poutine, et même dans l'ordre des démocrates. Et en réalité, le fait que l'Europe ce soit c'est le seul point positif, ouais. Non, je laisse la parole à Danny, chacun son tour, mais c'est le seul point positif, c'est que ça nous oblige à nous réveiller, oui. Oui, mais je crois que Luc a raison. Être ensemble, 27 États. Ça met du temps, c'est plus difficile, mais il y a une prise de conscience aujourd'hui que face au danger Poutine, Xi et Trump, l'Europe est en train d'avancer. Tous les déficits qui existent dans notre retard militaire, technologique, etc., fait qu'aujourd'hui, cette chance, c'est en fait va nous faire avancer d'une manière significative, eh bien, je crois que c'est là. Les commentaires de médias au jour le jour ne nous font pas avancer. Voyons exactement le problème. Alors que l'Europe, la France a un problème de déficit. L'Europe, si on veut d'aller sur les marchés obligataires, etc., je crois que on va voir dans les jours et les semaines qui viennent que la position des Américains, en fait, n'est pas aussi poussée. Je pense que, encore une fois, le coup d'après, s'ils veulent nous punir, comme 70% des avions de chasse européens sont des avions américains, il peut nous punir comme toute l'IA est américaine, toutes les messageries sont américaines, tous les réseaux sociaux sont américains, donc ou quasiment tous. Bon, et donc il peut nous punir de manière extraordinairement pénalisante pour l'économie. C'est une bonne chose. Donc il faut qu'on reconstitue, ou plutôt qu'on constitue notre souveraineté numérique et militaire. Je crois que tout le monde l'a compris. Maintenant, il faut que ça se ferraille volant ou roulant des chars et des avions de chasse, alors que c'est la guerre des drones, ça servira à rien. Donc il faut encore que l'Union européenne investir, si on veut aller vers la souveraineté numérique et militaire européenne, qu'on investisse intelligemment. Il ne s'agit pas d'acheter des tas de ferrailles militaires qui serviront jamais à rien pour faire plaisir à l'industrie française. Bon. Et deuxièmement, il est évident que même si l'Union européenne se réveille,
tous les souverainistes de la planète se réjouissent. Ils disent, voyez, l'Union européenne, ça a servi à rien. Et ils se sont complètement plantés. Et donc, tous les souverainistes, que ce soit Mélanie, que ce soit les anciens, les Villiers, les Retailleau, les Fillon, etc., j'ai rien contre eux, c'est pas le problème, c'est un vrai débat. Mais tous les souverainistes se réveillent en Europe aujourd'hui en disant, regardez, c'est la Bérésina, ce qui s'est passé. Et donc, il faut à la fois qu'on se réveille, moi je suis très pro-européen, c'est pas le problème, mais il faut être lucide. Il faut à la fois se réveiller, mais il faut qu'on traduise ce réveil de manière intelligente, ce qui n'est pas du tout gagné pour l'instant. Sans s'attarder sur l'aspect technique, un mot encore, pardon Dany, et je passe la parole, mais qu'on comprenne bien ce qui est en train de se passer. L'Europe n'arrive pas à négocier avec Trump, c'est-à-dire elle peut bien, Madame von der Leyen peut bien aller dans un hôtel à côté de la Maison Blanche et attendre, mais il ne va pas se passer grand-chose. Pour l'instant, Trump ne veut pas parler avec elle, il ne parle pas avec elle. Mais il est prêt à négocier. Attendez, Darius, ce n'est pas Trump qui me négocie. Les négociations ont lieu, ce n'est pas vrai. Là, c'est du fake news que vous êtes en train de nous dire. Les négociations ont lieu. Sefcovic, avec le représentant américain, négocie tous les jours. Mais pas au niveau. Pas au niveau. Trump ne fonctionne pas comme ça. Vous savez bien. C'est pas vrai que l'Europe négocie qu'à. Il y a les négociations et il y a un type pas tout à fait bien dans sa tête qui, tout d'un coup, à 7h du matin, pique une crise et dit n'importe quoi. Et donc, les autres sont obligés de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et d'ailleurs, regardez ce qui s'est passé. Vous aviez le sommet des G7 au Canada, où le représentant américain disait aux autres, oui, les négociations avancent. Et aux Européens, oui, les négociations avancent. Et le lendemain matin, Trump disait le contraire. Le contraire. Donc, il faut faire attention. La vérité de Trump, et on l'a vu après, n'est pas la vérité ultime. Donc, moi, je prétends, les négociations ont lieu. Peut-être si les négociations, il y a une rupture, il y aura une réponse politique, il y aura peut-être des chefs d'État avec Madame von der Leyen qui iront à Washington, mais aujourd'hui, ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de négociation. Sur Trump ? Ah non, moi je pense qu'il est totalement cohérent, donc je pense qu'il faut arrêter de le brutal. Donc il suit le fil directeur de son idée, alors après son fil conducteur, et il trouve simplement que les négociations sont mal parties, que ça n'avance pas, en tout cas pas dans le sens qu'il veut, et moi qu'il soit capable de parler avec lui. Il faudrait un Bernard Arnault, voilà. Arnaud Mania ne nous fera pas... Il ne s'agit pas de manie, il s'agit juste de dire de temps en temps... Le problème aujourd'hui, d'ailleurs Thierry Breton l'a très bien expliqué avec son budget, Trump est ric-rac avec les taux qu'il pousse qu'il doit suivre pour emprunter, etc. Que le chômage augmente aujourd'hui aux États-Unis, que aujourd'hui il y a une inflation incroyable et qu'il est prévu. Donc sur une corde raide aussi. Donc faisons attention. Enfin, moi je veux bien. Va à Washington, c'est pour négocier quoi et comment différemment. Qu'est-ce qu'il a à proposer ? Tous les arguments de luxe de disant on est en retard, il peut après contre-attaquer, ça sera encore plus dur pour nous, restent valables aussi pour Thierry Breton. Thierry Breton, quand je l'ai entendu tout à l'heure, il n'avait pas un argument me dire qu'est-ce qu'il ferait différemment, à part de dire il faut qu'on soit là. Bon, d'accord, très bien. Si, pardon, mais il y a une marge de négociation énorme. Selon Trump, il y a 250 milliards de déficit budgétaire des États-Unis. Selon l'Union européenne, il y a 50 milliards. Faut trouver un truc entre les deux. Simplement, Trump, il parle pas avec des ronds de cuir. Il s'en fout des ronds de cuir. Il en a rien à faire. Et si on le menace, ça l'intéresse pas. C'est quelqu'un, il va réagir en étant encore plus désagréable et plus violent et plus brutal. Donc c'est ça la politique. On peut pas se contenter de ronds de cuir, de petits hommes gris qui vont négocier sans comprendre à qui ils ont affaire. Ça fait 2 fois qu'il est élu à la Maison Blanche, donc le traité de crétin et de salaud est pas suffisant. Il faut forcément que ce type ait quand même quelque chose. Crétin et salaud, simplement, Luc, j'ai pas dit ça. Je dis il est crétin et salaud, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas prendre au sérieux ce qu'il dit. Mais je pense qu'il est plus que ça, si tu veux. Il est peut-être ça, mais il est plus que ça. Il est chrétien, il est crétin, il est salaud et il est infâme. Ah, d'accord, bon. Il est infâme. Il est infâme. La manière dont il traite les Ukrainiens. Attends, c'est moi qui parle maintenant. La manière dont il traite les Ukrainiens, la manière où il traite les autres, la manière où il a traité le président d'Afrique du Sud, non, avec des fake news. Enfin, il faut dire, c'est pas facile. Vous avez un président américain
qui a un président d'Afrique du Sud et qui est en train de lui envoyer des fake news de l'extrême droite pour dire qu'il y a un génocide contre les Blancs en Afrique du Sud. Mais Danny, puisque vous donnez cet exemple, Danny Cohn-Bendit, est-ce que justement c'est pas intéressant parce que vous citez le président sud-africain, il a été très habile, il l'a un peu contredit, il s'est un peu moqué de lui, même sur l'histoire de l'avion, il a dit désolé, j'ai pas un avion à vous offrir. Donc le fait effectivement d'avoir un vrai politique comme Ramaphosa, qui est un vrai politique, mais ça joue. Ça n'a rien changé, Darius. Bah, si, ça s'est pas mal passé à la fin. Sur les problèmes que posait l'Afrique du Sud. Dans ses relations avec les États-Unis, il n'a rien obtenu. Il n'a rien obtenu. C'est ça qu'il faut voir. Donc, vous me dites, oui, c'est vrai qu'il a été malin, oui, c'est vrai qu'il s'est foutu de sa gueule, oui, c'est vrai tout ça, mais le problème, il est que vous avez quelqu'un qui, dans les négociations, vous dit n'importe quoi. Non. N'importe quoi. Des choses qui ne sont pas vraies. Danny Cohn-Bendit et Luc Ferry, parlons des politiciens en France. Assez parlé des hommes et femmes politiques à l'étranger. Il y a une floraison de candidats. Une floraison de candidats et de candidates qui est assez étonnante. On a essayé tout à l'heure en rédaction faire la liste, enfin une liste, parce qu'il y en a beaucoup, mais qui est rationnellement, disons, présentable. Celles et ceux qui sont assez évidents. Mais c'est le fameux problème du ticket d'entrée au second tour à peut-être 20%, 18%, qu'est-ce que ça représente? Alors regardez, Madame Le Pen, Jordan Bardella, Édouard Philippe, Bruno Retailleau, Gabriel Attal, Jean-Luc Mélenchon, Dominique de Villepin, François Hollande, Raphaël Glucksmann. On pourrait en citer beaucoup d'autres. D'ailleurs, je vous cite les deux des derniers jours. Elisabeth Borne, on lui posait tout à l'heure la question, elle dit, dans le principe, je ne vois pas pourquoi je l'exclurais. On n'attendait pas Elisabeth Borne, a priori, mais voilà une candidate potentielle. Manuel Valls qui dit, je ne peux pas me désintéresser de 2027. Comment est-ce que vous expliquez, il y a toujours eu, mais spécialement maintenant, cette idée que tous se disent, pourquoi pas moi? Comme dit Danny toujours, la présidentielle rend fou. Exactement. Et là, on se retrouve intégralement d'accord. Et donc, je pense qu'il y a dans cette pléiade de visages, il y a quand même pas mal de grands barjots, et donc qui n'ont absolument aucune chance, mais qui seront contents quand même de faire une campagne électorale parce qu'ils auront leur bouille à la télévision. Alors, ce qui explique ce paysage, maintenant, c'est deux choses. C'est, si on veut aller sur le fond, sur ce qui est derrière, je n'y reviens pas, ou sauf une dernière fois, il y a 6 courants politiques en France, il y a plus 2 blocs droite et gauche, il y a 6 courants politiques qui se détestent entre eux, donc c'est normal que ça suscite une pléiade de vocations. LR, PS, extrême droite, extrême gauche, écologie, centriste, bon. Donc chacun a son petit candidat. Et puis deuxième élément, il n'y a pas de grands hommes, il faut être clair, il n'y a pas l'équivalent de ce que pouvait être autrefois Mitterrand ou Chirac ou Giscard, voilà, ça n'existe, ou Pompidou, ça n'existe plus. Je parle pas de De Gaulle évidemment, mais quand même. Et là, on a affaire, je veux pas être méchant, mais on a affaire à des personnalités normales, si vous voulez, à des présidents normaux. J'allais dire des nains de jardin pour certains d'entre eux, mais c'est des présidents normaux de toute façon, voilà. Et donc, à la fois, la pluralité des partis politiques fait que chacun se dit, je peux bien être candidat dans mon parti, donc ça fait beaucoup. S'il y en a 6, ça fait déjà 6 candidats. S'il y en a 2 par parti, ça en fait 12. Si je compte bien. Et puis deuxièmement, personne ne s'impose. Absolument personne ne s'impose. Il n'y a pas l'équivalent d'un Mitterrand-Giscard ou d'un Chirac-Mitterrand avec 2 blocs et puis à chaque fois un candidat, si je puis dire, naturel de la gauche ou de la droite. Et donc on est dans cet éparpillement avec quelque chose qui est très grave derrière. Et sur ce point-là, Danny et moi, nous sommes d'accord. On est passé de la société de défiance généralisée à la société de la haine. C'est ça qui ne va pas. Moi, je crois que ces candidats, pourquoi pas, ils ont le droit de se raser en y rêvant. Enfin, je veux dire, puisqu'ils doivent se raser, ils doivent avoir le pouvoir de rêver. Mais si vous voulez, il va y avoir des choses. Moi, prenons la gauche. Bon, vous avez François Hollande, Glucksmann, Mélenchon. Aujourd'hui, c'est très clair que et François Hollande et Raphaël Glucksmann disent il n'y aura pas d'accord avec Mélenchon. Donc, de toute façon, à gauche, il y aura Mélenchon et un autre candidat de la gauche démocratique, François Hollande, etc. Les Verts devront choisir. Et si vous voulez, ce qui est intéressant, si la gauche réformiste se mettait d'accord sur une candidate ou un candidat, alors pour l'instant, on a Raphaël Glucksmann et François Hollande. Bon, imaginons que le Parti socialiste maintienne François Hollande.
et que ça ne soit pas Raphaël Glucksmann. Moi, je suis pour Raphaël Glucksmann, mais c'est autre chose. Et Mélenchon est en perte de vitesse. Le ticket d'entrée, on a dit aujourd'hui pour le deuxième tour, est 18 à 21%. La gauche aujourd'hui, démocratique, réformiste, si les Verts comprennent un peu leur intérêt, c'est-à-dire s'allient à cette gauche démocratique et réformiste, et non pas à Mélenchon, ils sont entre 17 et 20%. Donc tout d'un coup, une gauche de 17 à 20% peut se retrouver au deuxième tour. Une gauche à 17 à 20% au deuxième tour contre Marine Le Pen, gagne. Contre Bardella, gagne. Ah non, il perd. Pas Mélenchon. Mais ça serait de la folie. C'est-à-dire qu'en même temps, on est dans une situation où que cette gauche se retrouvera minoritaire au Parlement. Et donc je crois que s'il n'y a pas un changement, et c'est là que tout le débat en France sur la proportionnelle, le changement de culture politique, c'est-à-dire la possibilité avant les élections de voir et après les autres, quels accords, quels compromis. Si ce changement n'a pas lieu, eh bien, que ça soit Édouard Philippe, que ça soit Retailleau, que ça soit François Hollande, Raphaël Glucksmann, que ça soit élu président de la République, parce que je crois que celui ou celle qui sera contre Marine Le Pen ou Bardella au deuxième tour gagnera, il n'aura pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et la faiblesse politique de la France continuera de la même manière qu'elle a lieu aujourd'hui, qu'elle existe aujourd'hui. Alors, il y a un point de désaccord. Je pense qu'un Raphaël Glucksmann ou un François Hollande face à Marine Le Pen, il est pulvérisé. Il gagne pas. Il est sûr de perdre. Je pense que la seule personne qui puisse gagner devant Marine Le Pen, c'est un homme de droite plus ou moins modéré. Ça peut être Édouard Philippe, ça peut être Retailleau. Mais un homme de gauche aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui, à droite comme elle est statistiquement, après on peut discuter ce que c'est que la droite ou pas la droite. Bon, mais parce que Marine Le Pen, par exemple, a un programme économique de gauche, donc c'est toujours compliqué de dire la droite. Bon, mais néanmoins, je pense qu'un homme de gauche face à Marine Le Pen, il est explosé au deuxième tour. Alors, un Retailleau ou un Édouard Philippe, ils ont une chance, c'est possible. Et surtout si Marine Le Pen n'est pas candidate et que c'est Bardella qui est candidat, alors comme il est vraiment très jeune et que ça n'a franchement aucun sens de mettre un gamin à nouveau à l'Élysée, je pense qu'un homme de droite face à Bardella peut gagner. Mais un homme de gauche, non, il sera pulvérisé. Dans la France d'aujourd'hui, statistiquement, il y a pas photo. La France est à droite. Elle est à droite électoralement. Hein. Alors après, encore une fois, on peut toujours discuter. Est-ce que le Rassemblement national, avec son programme économique, est vraiment à droite alors qu'il a un programme de gauche sur le plan économique? Bon, on peut toujours discuter comme ça. Mais il demande la retraite à 60 ans ou à 62 ans. Bon, mais néanmoins, sur le plan électoraliste, la France est à droite. Et donc un homme de gauche, un Raphaël Glucksmann ou un François Hollande sera pulvérisé, y compris par un candidat du Rassemblement national. Enfin, si c'était aujourd'hui. Dans ce que dit Luc, c'est possible, je veux dire, c'est un argument tout à fait valable, et je crois que là, c'est là où les sondages, s'il y a des feront la différence, c'est-à-dire, on verra bien que, c'est-à-dire, tout le centre se déplacera vers l'homme de droite, que ça soit Édouard Philippe, Retailleau, ça sera plus difficile, mais Édouard Philippe, donc aujourd'hui, si vous voulez, mais ça c'est aujourd'hui, il y a 2 ans, celui qui est le plus capable d'être élu, c'est d'un côté, c'est Édouard Philippe. Le problème, c'est quelle majorité aura-t-il à l'Assemblée? Et comment la majorité, comment l'Assemblée, comment la politique va fonctionner? C'est ça le problème. Et que la réponse, non, je ne sais pas qui sera candidat, qui peut gagner, mais qui peut gouverner et comment gouverner si on a une assemblée balkanisée comme on l'a aujourd'hui. Là-dessus, entièrement d'accord avec Dany, ça c'est le vrai problème. Quel que soit le candidat, que ce soit le Rassemblement national qui gagne, ou un Retailleau ou un Édouard Philippe, de toute façon, dans l'état actuel de la 5e, il ne pourra pas gouverner. Il n'aura pas de majorité à l'Assemblée, il sera exactement dans la même situation que Macron-Bayrou aujourd'hui, c'est-à-dire complètement bloqué. Donc c'est pour ça que je pense que la 5e est morte et qu'en effet il faut passer à un système à l'allemande un peu intelligent. Voilà. Mais bon, est-ce qu'on est prêt à ça ou pas? C'est compliqué en France. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quel que soit le président de la République dans 3 ans, il ne pourra pas gouverner avec une assemblée minoritaire. Il sera dans le même cas qu'aujourd'hui.
Comment avez-vous reçu le rapport sur les frères musulmans ? Ça a été un événement évidemment important, ce rapport commandé par plusieurs ministères qui fait état des lieux de culte affiliés en France aux frères musulmans, aux établissements scolaires, au secteur associatif avec ces stratégies dites d'entrisme. Le président de la République a parlé d'un islamisme par le bas. D'après vous, est-ce qu'on apprend d'abord quelque chose ? C'est intéressant de voir les critiques. Souvent, elles viennent à la fois d'autorités musulmanes et à l'autre bout, pour d'autres raisons, notamment du RN, en disant en réalité, tout ça est un peu vague, tout ça, ça peut être beaucoup de musulmans, on s'en prend spécialement aux frères musulmans, mais ça peut être en général des musulmans conservateurs, et c'est une réalité démographique en France. Vos réactions l'un et à l'autre ? Écoutez, il faut avoir des écailles sur les yeux pour apprendre quelque chose, parce qu'on le sait depuis une éternité. Donc, quand on a fait avec Chirac la loi sur le voile en 2004 pour interdire les signes religieux dans les établissements scolaires, c'était à cause de ça. Donc, pour les gens qui avaient les yeux ouverts, ça n'apprend strictement rien. Donc, ce qui me sidère, c'est que ce rapport est un tel, alors que il y a des quantités de gens, y compris à Boualem Sansal, et comme Kamel Daoud et tant d'autres, que je vais pas citer tous, mais qui disent la même chose depuis 20 ans. Donc, je comprends pas comment un rapport comme ça peut réveiller les gens, alors que pour les gens qui avaient les yeux ouverts, ça n'apprend mais strictement rien. Voilà. Et donc, il y a quantité aussi, voilà. Donc, je suis désolé, mais il y a cette sociologue, comment elle s'appelle, voilà. Et donc, on était quand même très, très, très nombreux à dire ça, et pas du tout à l'extrême droite. Et d'ailleurs, rappeler à chaque fois, avec mon ami Malek Chebel, que c'était les musulmans modérés, ou comme il disait, les musulmans de l'islam des Lumières, qui étaient les premières victimes de ces gens-là. Voilà, on l'a dit, mais 10 000 fois. 10 000 fois. Le problème, il est qu'on fait dire à ce rapport, à ces chiffres, ce qu'il ne dit pas. Donc, il y a les frères musulmans, et on dit, c'est 7% des lieux de culte, et donc, il y a des lieux, il y a des villes, il y a des quartiers où ça a une importance, et il y a une multitude de villes ou de quartiers où ça n'a aucune importance. Donc, je crois que c'est complètement, si vous voulez, il faut être aveugle pour dire le danger d'infiltration des frères musulmans n'existe pas, c'est faux, et de dire qu'aujourd'hui les frères musulmans sont en train de prendre le pouvoir sur les musulmans en France, ce n'est pas vrai non plus. Donc l'intéressant serait de faire la différence et de délimiter là où il y a vraiment un danger d'un islamisme municipal, par exemple, là où il y a vraiment une infiltration qu'on peut décrire d'ailleurs dans certains quartiers, et là où ce sont des musulmans et que ce ne sont pas ceux-là qui posent des problèmes. Où commence exagéré d'un côté ce rapport, et d'un autre côté, on n'a pas écouté, on n'a pas lu ce qu'ils disent exactement. Quand vous lisez les critiques du Conseil français du culte musulman, l'absence de définition claire des concepts dans ce rapport entretient une confusion préjudiciable. Dans ce contexte, de nombreux citoyens musulmans ont aujourd'hui le sentiment de ne plus être à l'abri d'une suspicion permanente. C'est vrai que quand on le lit, on se rend compte que c'est pas très clair où commence. Qu'est-ce que ça veut dire être sympathisant des frères musulmans ? Il fait état, par exemple, de la volonté de manger halal. Mais il y a plein de musulmans qui mangent halal, c'est un droit. Il y a plein de juifs qui veulent manger kasher. Et on voit à quel point, où commence, d'après vous, la catégorie, où est-ce qu'on passe d'un conservateur, on peut être conservateur, chrétien, juif, etc., c'est la liberté, à islamiste ? Le problème, c'est que si ce rapport a un tel écho aujourd'hui, qui, encore une fois, il apprend strictement rien à personne de lucide sur le sujet, mais s'il a un tel écho, c'est évidemment à cause de la réfraction de ce qui se passe en Israël et à Gaza, en France. C'est pour ça que ça a un tel écho. Et donc évidemment que bien au-delà des islamistes les plus fanatiques, il y a une haine d'Israël, et au-delà d'Israël, une haine des Juifs qui s'est développée dans les communautés musulmanes, bien au-delà de l'islamisme fanatique. Et donc c'est cette réfraction. Et on avait connu la même chose, c'est pour ça qu'on avait fait cette loi en 2004, on avait connu la même chose en 2002, à cause de la réfraction de la deuxième intifada en France. Il faut quand même
même rappeler une chose, parce que ceux qui nous écoutent doivent y réfléchir. On a en France la plus grande communauté musulmane et la plus grande communauté juive sur le même territoire au monde, quasiment. Alors, à part Israël et les États-Unis, si on veut, on a la plus grande communauté juive du monde. Il y a entre 600 000 et 1 million de juifs en France, peu importe, ça dépend comment on les compte, parce que la définition est évidemment compliquée, et on a environ 8 millions de musulmans. Et donc, évidemment, avec 600 000 juifs et 8 millions de musulmans, la réfraction de ce qui se passe à Gaza et en Israël, elle est terrible. Et donc, elle agrège à l'islamisme fanatique des musulmans qui, autrement, seraient des musulmans, je dirais, modérés. Voilà. Et donc, c'est pour ça que ce rapport trouve un écho aujourd'hui, alors qu'il aurait pu être publié il y a 20 ans. Si on prend cela, le problème, c'est évident. Manger halal, manger cachère et tout ça, ça n'explique rien du tout. Ça n'explique rien du tout. Boire de l'alcool ou ne pas boire de l'alcool, ça n'explique rien du tout. Ce qui est intéressant, et c'est là où le rapport, ou les enquêtes, quels sont les quartiers, quelles sont les villes, par exemple, où il y a de plus en plus de cafés où il n'y a pas de femmes, où les femmes sont pratiquement, sans que ça soit écrit, interdites. Voilà, ça c'est des symptômes d'une radicalisation de musulmans. Et ça, on peut... Et il y a des tas de villes où ce n'est pas le cas, il y a des villes, il y a des quartiers où c'est le cas. Donc, si on fait ce genre de rapport, ça serait intéressant. Une carte, si on veut, de la réalité du séparatisme, disons, dans la France, dans quelle région de la France, etc. C'est partout. Sur Israël et Gaza, c'est évident qu'aujourd'hui, la charge émotionnelle est telle qu'on est devant un piège. D'un côté, vous avez de plus en plus de musulmans qui pensent « c'est eux ou c'est nous ». Et de plus en plus de juifs qui pensent « c'est nous ou c'est eux ». Et c'est exactement le piège. Et cette radicalisation est mortifère. Elle est mortifère pour tout le monde. C'est-à-dire que dans ce conflit, il faut se ranger d'un côté et oublier l'autre. Et je crois que ça serait, parce que justement il y a plusieurs millions de musulmans en France et il y a cette grande communauté juive, ça serait pour la France, mais ça serait pas seulement en France, ça serait dramatique qu'on laisse dans l'État ce genre de situation évoluer dans la mauvaise direction. Non, ce qui est dramatique, c'est que la situation Gaza-Israël, elle agrège, c'est ça le problème, elle agrège des gens autrement modérés, aux fanatiques. Moi, je vois ça, vous avez des franco-israéliens qui sont aujourd'hui, qui deviennent pro-Netanyahou, qui trouvent que Netanyahou fait un boulot formidable, qu'il est le seul à y pouvoir faire le travail, parce que, d'accord, c'est peut-être un salaud, mais il faut un salaud pour faire le travail. Ils pensent comme ça, alors qu'ils étaient absolument pas d'extrême droite, et qu'ils aimaient pas Smotrich ou qu'ils aimaient pas Ben Gvir. Et puis de l'autre côté, vous avez des musulmans des Lumières, des gens qui étaient tout à fait raisonnables, qui pratiquaient leur foi sans ennuyer personne, et qui se réveillent islamistes ou en tout cas antisémites. Voilà. Et donc en disant, quand même, tous ces Français juifs, ils soutiennent à 90%, ils soutiennent Israël, mais Israël c'est Netanyahou, et Netanyahou c'est le génocide, etc. Ils pensent comme ça. C'est pas mes mots, hein. Mais du coup, le problème c'est l'agrégation, si j'ose dire, l'agrégation des modérés aux radicaux. Et ça, c'est inévitable à cause de ce que dit Dany, à cause de cette émotion qui est inévitable. Voilà, mais c'est ça le vrai danger. On reparlera d'Israël dans un instant, mais si on reste un instant au rapport et aux réactions qu'il a suscité, Gabriel Attal qui dit qu'il faut interdire le voile aux mineurs. Mais c'est idiot. Moins de 15 ans. C'est idiot. C'est fait à l'école. On peut le faire à l'école. On peut pas le faire dans la rue. Ça n'a aucun sens. Donc c'est des propositions idiotes, c'est tout. Voilà, ça n'a pas de sens. Donc si je serais ravi que ce soit le cas. Je serais ravi qu'il n'y ait pas de petites filles avec un voile. C'est pas le problème. Sur le fond, j'en serais absolument enchanté. Mais ça n'a aucune chance de passer devant le Conseil constitutionnel. C'est contraire à tous les principes généraux du droit, pas simplement l'état de droit. Et c'est à l'école qu'il faut l'interdire. Mais dans la rue, on peut pas interdire aux gens de s'habiller comme ils veulent. Ça n'a pas de sens. Si on peut interdire ce qu'avait fait Jean-François Copé, la burqa, ça on peut l'interdire parce que c'est contraire à un certain nombre de principes, j'allais dire, de police ordinaire. Voilà. Mais c'est des propositions qui sont absurdes. Ça sert à rien. Sur le fond, j'en serais ravi. Mais c'est des propositions comme ça pour faire bien.
Mais ce qui est dangereux avec les propositions de Gabriel Attal, et je crois que c'est le président du groupe centriste ou du groupe Modem qui l'a développé dans un journal du dimanche aujourd'hui, c'est Froidevaux, il s'appelle, je crois, qui explique bien que cette surenchère de propositions, surenchère contre l'état de droit, donc non seulement c'est idiot, c'est stupide, ça ne sert à rien et ça ne sera jamais appliqué. Donc je ne vois pas comment un responsable politique puisse proposer des choses rien que pour faire monter la mayonnaise, pour dire vous voyez, si je suis élu, vous allez voir ce que vous allez voir, alors qu'on ne verra évidemment rien parce que ça ne peut pas se faire. Je crois que c'est ce que fait Attal là, et je ne comprends pas, c'est tout simplement irresponsable. Oui, puis ça servira à rien si ça servait à quelque chose, mais ça servira au contraire de ce qu'il veut faire. Donc c'est juste de la com. Faut arrêter la com pour la com. La com, c'est insupportable. On a un gouvernement de com. Il y a rien d'autre dedans. Voilà, c'est absurde. Est-ce que c'est la réalité démographique qui apparaît simplement, une réalité qui apparaît au visage, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, qu'on apprécie, qu'on n'apprécie pas? C'est la réalité démographique. Regardez les chiffres, c'est déclaratif. Un chiffre de l'INSEE date de 2023 sur le pourcentage. Voilà. Il y a aujourd'hui, c'est évidemment très différent de la France de 1900. 10% de musulmans, 29% de catholiques, 51% sans religion. Ah oui. Sur 10% de musulmans, ben oui, il y a un certain nombre de conservateurs, comme d'ailleurs dans d'autres pays dans le monde. Et c'est une illusion de croire qu'ils seront tous extrêmement progressistes, de la même façon que s'il y avait 10% de juifs, par exemple. On sait très bien qu'il y a aussi beaucoup de juifs assez conservateurs. Quelle est la différence? Non, mais la différence, Darius, vous voulez nous faire avoir des ennuis. Voilà. La différence, vous la connaissez très bien, c'est le rapport aux femmes. C'est pas le même. Et deuxièmement, c'est le rapport à la violence. C'est pas le même non plus. Et donc, par exemple, chez les frères musulmans, il y a un vrai projet. Il y a une haine et un combat contre l'école laïque parce qu'ils considèrent que l'école laïque, c'est le diable. Parce que l'école laïque, elle forme des enfants à l'idée républicaine. En tout cas, elle essaye de le faire. Elle n'y arrive pas autant qu'on devrait. Mais donc, la grande différence, c'est que les juifs en France se sont merveilleusement intégrés à l'idée républicaine. C'est ça la différence. Quant aux catholiques, ça fait longtemps qu'ils tuent plus personne. Les vieilles dames catholiques égorgent très peu, voyez. Non mais au-delà de ça, aujourd'hui, je crois qu'il faut raisonner. Les 10% de musulmans ne sont pas les frères musulmans. Il faut faire la différence. Luc a raison quand il dit le rapport aux femmes, le rapport à l'homosexualité. Donc tout cela, c'est la remise en question d'une émancipation qui a eu lieu dans nos sociétés depuis dans les 30 dernières années, 40 dernières années. Évidemment que le rapport aux femmes des catholiques, il y a un siècle, ou le rapport aux homosexuels était plus proche du rapport aux femmes de beaucoup de musulmans aujourd'hui qu'ils ne le sont des catholiques aujourd'hui. Il y a eu... Les catholiques ont été par les révoltes portées par les femmes, portées par les homosexuels, portées par la société à la fin, ont été obligés de changer. Aujourd'hui, l'Église a été obligée de revoir pas mal de choses, même si elle n'a pas revu encore assez. Et donc, ce que je comprends pas dans ce que vous nous montrez, c'est oui, il y a aujourd'hui une nécessité d'évolution d'une partie des musulmans qui vivent dans une société qui s'émancipe de plus en plus. Oui, mais le problème... Quand on prend par rapport aux relations entre les hommes et les femmes, la relation avec l'homosexualité, etc. Oui, bon voilà, c'est comme ça. Mais 10% de musulmans, ce ne sont pas tous, et c'est la minorité sont des frères musulmans. Oui, mais la grande différence, Dany, c'est que si on regarde le message de Jésus lui-même, voilà, si on lit vraiment très attentivement l'évangile de Jean, qui est mon évangile préféré, évidemment, le message de Jésus est absolument génial. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de mauvais dans le message de Jésus. Tout est magnifique. C'est l'égalité des créatures devant Dieu. Il y a des femmes, évidemment, Marie et d'autres qui sont absolument merveilleuses dans les évangiles. Donc, en fait, l'évangile de Jean permet de critiquer toute l'histoire de l'Église. Tandis que c'est l'inverse.
l'inverse. Quand vous lisez, malheureusement, quand vous lisez le Coran, j'ai pas fini, Dany. Sinon, ça n'a pas de sens. Quand on lit le Coran, il y a plein de passages dans lesquels le Coran appelle à tuer ce que le Coran appelle les associateurs. Ça veut dire quoi, les associateurs? Ce sont ceux qui associent un faux Dieu au vrai. Donc, on aime Jésus dans le Coran, on aime Moïse, on les respecte, mais comme prophète. Et en revanche, on déteste évidemment les évangélistes et puis toute l'Église et tous les chrétiens parce qu'ils associent un faux Dieu au vrai Dieu. Et donc là, dans le Coran, il y a quantité de passages qui sont des passages qui appellent au meurtre. Bon, avançons un peu. Rappelons aussi que dans la Bible, il y a aussi beaucoup de passages. Mais pas dans l'Évangile. Pas dans l'Évangile. Non, pas dans l'Évangile. Paul contre les homosexuels. Ne confondez pas, par pitié, ne confondez pas la Bible et l'Évangile. Oui, mais avançons. Dernier mot là-dessus, on avance. Où Darius, juste simplement, a raison, c'est que dans la conscience catholique, la Bible comptait pour beaucoup plus que l'Évangile. Alors, comme Luc est intelligent, lui, il lit l'Évangile, mais là, beaucoup de catholiques reprenaient des phrases, reprenaient des parties de la Bible. Non, mais c'est important, on ne peut pas arrêter là, Darius, il faut un mot là-dessus. Vrai. Un mot là-dessus. Non. Je veux dire simplement que c'est très difficile pour les musulmans modérés d'interpréter les textes sacrés. Voilà, c'est pour ça que moi j'avais beaucoup d'amitié, beaucoup de respect pour Malek Shebel, qui défendait l'islam des Lumières, qui a écrit un très beau texte, le dictionnaire amoureux de l'islam. C'est plus facile, si tu veux, pour un chrétien, notamment pour un protestant. Oui. Mais de dire, je suis fidèle au message de Jésus et je critique l'Église. L'histoire de l'Église, c'est pas bien, que pour un musulman, parce que d'une certaine manière, les islamistes sont plus près du texte originel que les musulmans des Lumières. Voilà. Compliqué. Qu'il y ait un problème, et qu'il y a d'ailleurs dans l'islam aujourd'hui un retour vers l'islam du Moyen-Âge, disons, etc. Vers Averroès, voilà. Oui. L'émancipation nécessaire. C'est pas majoritaire. De l'islam, l'émancipation va devoir aller vers la suppression de certaines parties de ce qu'ils appellent l'héritage du Coran. Avançons s'il vous plaît. Il y a un lien très direct avec la suite, puisque d'ailleurs dans le rapport, on fait une certaine proposition pour montrer aussi que les musulmans, évidemment, leurs aspirations font partie des aspirations de la République, notamment les carrés funéraires, enseigner l'arabe à l'école publique, etc. Reconnaître un État palestinien aux côtés d'Israël. C'est expressis verbis une des propositions du rapport. Évidemment, ce sera l'actualité de ce mois de juin. La France pourrait, pour l'instant c'est une possibilité, elle n'est pas effective, reconnaître l'État palestinien dans un contexte très dur. Je vous rappelle ce qu'a dit Benjamin Netanyahou contre la France. Je dis au président Macron, au Premier ministre canadien et britannique, vous êtes du mauvais côté de l'humanité, du mauvais côté de l'histoire. Ces dirigeants encouragent le Hamas. Israël considère que les condamnations de la France concernant leur action, notamment à Gaza, ont pour effet d'encourager de fait le Hamas. Réponse là-dessus de l'un et de l'autre. Dany et Luc. Dany, priorité à droite. Moi, ce qui se passe à Gaza est intolérable. L'attaque du Hamas, la volonté d'assassiner, de massacrer, de violer était intolérable. Israël avait le droit de répondre et le droit politique. Mais aujourd'hui, tout le monde, tous ceux qui voient ce qui se passe à Gaza, eh bien, ce n'est pas, ils n'avancent pas dans, si on veut, l'éradication du Hamas. C'est simplement un pouvoir politique qui ne tient que par la guerre. Netanyahou ne tient que par la guerre. Et donc, il y a une instrumentalisation absolument horrible de Gaza pour se maintenir au pouvoir. C'est ça qui se joue. Et donc, à partir de là, et il y a, par exemple, des juifs de gauche, J. Cole, qui ont fait un texte où ils étaient longtemps très réticents sur la reconnaissance de l'État palestinien en disant ça doit se négocier, qui aujourd'hui comprennent que pour essayer de renforcer les forces, disons, modérées à l'OLP, pour renforcer même le pouvoir de l'autorité palestinienne qui est à Ramallah, eh bien, cette reconnaissance, donc de faire
En fait, un accord, la reconnaissance, c'est pas le nombre de dire on reconnaît, c'est de dire un accord politique, par exemple, avec l'autorité palestinienne, en disant vous reconnaissez le droit d'Israël, et nous on reconnaît le droit d'un État palestinien. Donc en même temps, comme cela, on essaye justement de marginaliser le Hamas et de redonner un autre espoir aux Palestiniens. Et je crois que c'est juste parce qu'en ce moment, les Palestiniens n'ont aucun espoir. Et ça, c'est pas simplement à Gaza, c'est aussi en Cisjordanie. Regardez ce qu'il se passe quotidiennement en Cisjordanie. Luc Ferry. Alors, sur l'espoir et sur l'idée générale... La reconnaissance. Est-ce qu'il faut reconnaître un État palestinien ? Non, surtout pas. Il faut reconnaître le droit à un État palestinien. Mais tant qu'on ne sait pas qui serait le chef de cet État, qui serait le président de cet État, il faut surtout pas le reconnaître parce que c'est un immense cadeau fait au Hamas. Et donc, ce que me disait Derzhansky, que vous recevez souvent ici, qui connaît très bien, évidemment, ce dossier, c'est que s'il y avait des élections aujourd'hui en Cisjordanie, le Hamas les gagnerait très, très largement. Et très vraisemblablement à Gaza aussi. Donc tant qu'on ne sait pas qui représenterait cet État, on peut pas reconnaître. On peut reconnaître le droit à un État, ça on l'a tous fait. Mais reconnaître un État, si on ne sait pas quelle est l'autorité qui le dirigerait, c'est un formidable cadeau au Hamas. Et donc je pense que ce qu'il faut faire, c'est en effet aller vers ces deux États. Et je pense que Netanyahou est une catastrophe absolue pour son pays. Moi, je suis sur la ligne Eli Barnavi comme Dany. On est là-dessus. Pour une fois, on est d'accord. Et je pense que ce qui se passe est catastrophique. Gaza. Mais pardon, en dehors du seul Netanyahou, je rappelle que Mme Lapid, le chef de l'opposition, sur cette antenne, justifiait l'occupation illégale de la Cisjordanie, donc il y a quand même beaucoup de proximité. Nommez, vous qui êtes deux intellectuels, les mots ont un sens. Oui ou non, ce que fait Israël à Gaza est-il de l'épuration ethnique ? Non. Et est-ce que c'est du déplacement forcé de population ? Pardon, j'avais pas fini le raisonnement. Non, techniquement, c'est pas de l'épuration ethnique, surtout pas. Donc c'est ni un génocide ni une épuration ethnique. Il y a des crimes de guerre, c'est certain, mais c'est absolument pas la définition technique de l'épuration ethnique qui se fait sur des critères ethniques ou religieux, ce qui est pas le cas. Voilà. Et en plus, Israël, alors même si on peut en discuter, mais prévient quand même, essaye d'évacuer, etc. Bon, donc je n'aime pas la politique de Netanyahou, elle est catastrophique pour son pays. Je pense que Gaza n'est pas une prison, mais un enfer à ciel ouvert, c'est clair. Néanmoins, reconnaître aujourd'hui un État palestinien serait un pur cadeau fait au Hamas, et donc je pense qu'il faut revenir. Il faut développer les accords d'Abraham, c'est la seule solution. Il faut aller dans le sillage des accords d'Abraham. Dany, épuration ethnique, oui ou non ? Et est-ce qu'il y a un déplacement de forcé de population ? Non, le problème, il voudrait bien, mais seulement, il voudrait déplacer les populations de Gaza vers l'Égypte ou la Jordanie. Mais ni la Jordanie, ni l'Égypte veulent la population de Gaza. Donc on est dans une situation abracadabresque où aujourd'hui on déplace quotidiennement une partie des populations de Gaza du nord au sud, de l'est à l'ouest pour bombarder, pour attaquer, pour les faire revenir. On leur rend la vie, on les affame. Il y a une tentative d'affamer une partie du peuple de Gaza. Il y avait plus de nourriture qui rentrait. Petit à petit il en rentre, mais évidemment pas assez. Donc la famine est aux portes de Gaza aujourd'hui, mais deuxièmement, la population ne peut pas partir. Épuration ethnique voudrait dire qu'ils partent, mais vers où ? Seulement, ils espèrent, et ce qu'il faut comprendre, c'est que Netanyahou est venu sur ces lignes, les lignes de Smolnitch, les lignes de Ben-Gvir, ce sont des sionistes messianiques. Ça veut dire quoi ? Pour eux, l'État d'Israël, si c'est dans 20 ans, si c'est en 30 ans, si c'est en 50 ans, ça ne fait rien. Et Netanyahou et Smolnitch et Ben-Gvir ont sacrifié les otages. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils ont sacrifié ces femmes et ces hommes, ces vieux et ces jeunes et ces enfants pour le grand Israël. Et leur rêve, c'est de rendre la vie l'impossible à Gaza et les Gazaouis forcent les portes vers l'Égypte, forcent les portes vers la Jordanie, et alors ce sera une épuration ethnique. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'épuration ethnique parce qu'ils ne peuvent pas partir.
Regardez, s'il vous plaît, allez, puisque je vous appelais tous les deux esprits intellectuels. Là, il y a le livre de Fitoussi, ce jeune philosophe, sur les grandes erreurs des intellectuels. Alors, le sujet a beaucoup servi, mais il le ranime. Alors, c'est Sartre qui fait la couverture, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Il y a le syndrome du brillant sujet, qui est très éduqué, très cultivé, etc., mais qui dit d'épouvantables conneries politiques. Et si la culture, l'intelligence et l'éducation n'étaient pas gages de sagesse, mais en réalité prédisposés à l'erreur. C'est un joli thème de dissertation de baccalauréat. Écoutez, bon, moi j'aime bien ce garçon, donc je ne vais pas me polémiquer comme ça, mais il ne cite pas les intellectuels de gauche comme Furet, comme Castoriadis, comme Lefort, qui ont été des formidables critiques du marxisme et du totalitarisme. Bon, il cite Revel. Revel, il a appelé à voter Mitterrand et il a favorisé la réunion entre socialistes et communistes. Il y avait quatre communistes au gouvernement. Bon, donc voilà, on cite Raymond Aron, évidemment, je serais le premier à le faire, mais il faut d'abord comprendre qu'il y a eu des intellectuels de gauche qui ont été des formidables critiques du totalitarisme. Je viens d'en citer 3 pour qui j'avais le plus grand respect, bon, que j'ai très très bien connu. Évidemment, on faisait un séminaire ensemble avec Lefort et Furet. Ben, c'était des gens de gauche et c'était des antitotalitaires. Puis deuxièmement, il faut comprendre une chose, et c'est compliqué à comprendre, mais c'est pas dans son livre, c'est que ce qui se passe au lendemain de la guerre en 1945, d'accord ? C'est que l'Europe des Lumières, l'Europe démocratique, l'Europe libérale, elle est suspecte, elle est accusée par tous les intellectuels d'avoir engendré les 2 catastrophes humaines absolues que sont la colonisation et le fascisme. C'est pas seulement Hitler, c'est Mussolini, c'est Franco, c'est Pétain, c'est Salazar, c'est tout le monde. Voilà. Et donc, du coup, tous ces intellectuels se retrouvent à critiquer la démocratie libérale, critiquer l'héritage des Lumières, même chose en Allemagne avec Adorno et Horkheimer, parce qu'ils se disent mais l'Europe a failli, l'Europe des Lumières, elle s'est trompée, elle a engendré le pire. Et puis troisièmement, là aussi, ce que Fitoussi ne comprend pas, c'est que ça n'est pas les erreurs des intellectuels qui les ont empêchés d'être reconnus, c'est le contraire. C'est ça qui leur a permis d'être reconnus. Parce qu'il valait mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Autrement dit, le moralisme a toujours été payant dans l'histoire intellectuelle. Parce que d'accord, il défendait Mao, il défendait Trotsky, il défendait Pétain dans les années 30, enfin, ou dans les années 40, et puis après, il défendait le Parti communiste, il défendait la Russie quand ils étaient communistes. Mais c'était au nom du bien. Le bien est toujours gagnant, c'était au nom de la morale. Voilà, donc c'est une histoire infiniment plus compliquée que le croit ce jeune homme. Surtout que pendant la guerre d'Algérie, pendant 1 an, Camus a décidé, par exemple, de ne plus parler. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, la position de Camus, qui était justement beaucoup plus, pas modérée, mais qui avait une autre vision de l'Algérie, qui dans Le Premier Homme, dans son dernier roman biographique, expliquait qu'il avait un autre espoir pour l'Algérie, a été empêché de parler. Mais alors, si on parle de la dérive des intellectuels, il faut parler de la dérive des intellectuels en Allemagne, Heidegger, de la dérive des intellectuels vers l'hitlérisme. Je veux dire, de la dérive des universités allemande vers... donc, c'est complètement idiot de dire est-ce que la culture empêche la culture de Monsieur Fitoussi, en fait, l'empêche de voir l'ampleur du problème. Non, mais... C'est ça son truc. Il y a plus grave que ça, si vous voulez, sur le fond, ce que nous a appris l'Allemagne nazie, contrairement à ce que pensait Victor Hugo, Voltaire, contrairement à l'héritage des Lumières, c'est que, et là, Fitoussi a raison, mais il faut aller beaucoup plus loin qu'il ne le fait, c'est que la plus grande culture et la plus grande intelligence n'ont rien à voir avec l'empêchement de la barbarie. Dans les camps nazis, mon père me disait qu'il avait plus confiance dans le petit paysan ou dans le boulanger du coin. Le film de Marek Alter, Tzedek, excellent film. Quand vous voyez les justes, c'est très souvent c'est des petites gens. C'est un petit cordonnier, c'est un petit boulanger, c'est une petite infirmière. C'est pas des grands intellos. Et c'est vrai que là où il a raison, c'est que quand vous prenez Sartre et Foucault encensant Khomeini, l'appelant le soleil de la révolution, et quand vous voyez tous ces connards, pardon, excusez-moi, mais être maoïste, être trotskiste, être communiste, alors que c'était la pire horreur. Mais même chose, là où Dany a raison, si vous prenez les années 30, c'est pareil, mais c'est pareil du côté de l'extrême, du côté de Hitler et de Pétain. Voilà. Et donc, oui,
Le problème, c'est qu'à chaque fois, la morale a servi de cache-sexe à la pire des saloperies. C'est ce que Nietzsche appelait la moraline, qui est la maladie de la morale. Voilà. Mais ce serait trop long d'expliquer à ce jeune homme. Il veut juste tenir un discours un peu droit de camembert pour dire, ah, tous ces cons d'un télo de gauche. Bon, c'est pas entièrement faux, mais c'est un peu plus compliqué que ça. C'est à vous, Dany. Non, mais moi, je crois que... Et surtout... dans ce qui a été expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire quand on prend Lefort, Castoréadis, quand on voit la force des intellectuels, quand on voit la force des intellectuels, par exemple russes, se battant contre le totalitarisme en Russie, c'est-à-dire quand on voit Sakharov, quand on voit la force des intellectuels polonais, Adam Michnik, Couronne, Modzelewski, se battant contre le totalitarisme en Pologne, etc., je veux dire, ça n'a aucun sens de dire « Ah, ces intellectuels de gauche, Non, il faut comprendre qu'il y a dans la sphère intellectuelle, il peut y avoir des opportunistes, et puis, qu'est-ce que vous voulez ? C'est quand même difficile d'expliquer la trajectoire de François Mitterrand. Alors, je ne sais pas si c'est un intellectuel, un politique, etc. La trajectoire de François Mitterrand, d'où il est parti, de la collaboration, jusqu'au grand représentant du socialisme français, etc., etc., etc. Donc, je veux dire, ce genre de livre, il aurait pu être écrit dans les années 50, mais aujourd'hui, il n'est pas assez érudit. Voilà. Alors, c'est un peu un mot encore. Vous connaissez ce professeur de philosophie qui disait « Il nous reste une minute, parlez-moi de Dieu ». Hein. Vous avez 30 secondes pour me parler de l'intelligence artificielle. C'est votre dada, c'est votre livre. Oui, non, mais je voulais vous dire un mot, parce que je fais beaucoup de conférences sur le sujet, puis évidemment, ça suscite des jalousies. Bon. Mais alors, ce matin, j'entendais sur France Info une annonce. L'intelligence artificielle, c'est très étonnant. Elle ne peut pas vous dire l'heure et elle ne peut pas lire un calendrier. Mais c'est d'une telle connerie. Et alors, évidemment, vous demandez la date à ChatGPT, vous la donne en 2 secondes. Vous lui demandez n'importe quel jour de l'année qui vient, n'importe quel jeudi, par exemple, c'est quoi le 4 septembre? C'est un jeudi, un samedi? Il me répond en 2 secondes, c'est un jeudi. Voilà. Donc, n'écoutez pas ces âneries, c'est complètement faux. Et c'est très intéressant parce qu'elle fait tellement peur, cette IA, que les gens essaient de se rassurer en disant qu'elle est pas bonne. Elle est médaille d'or Alpha Géométrie 2 et médaille d'or aux Olympiades de mathématiques internationales. Donc oui, ils savent compter, excusez-moi. On fera des débats entre 2 intelligences artificielles, ce sera très intéressant. Dans quelques instants, Michel Goya, mais aussi Alain Bauer sont les invités de Margot Haddad. Merci Darius.